Alors bonjour tout le monde, ici Daniel Blouin. Je suis aujourd'hui avec mon nouvel ami depuis récemment, depuis pas longtemps en tout cas, Dave Harvey. Dave, tu as vécu un gros changement de vie, changement de carrière autour de 33 ans. Tu en as vécu d'autres avant aussi, mais je me souviens de celui-là parce que tu m'en as parlé. Je le trouvais quand même inspirant. Entre, disons, 25 et 33 ans, tu as travaillé chez IBM, grosse job chez IBM. À 33 ans, tu as décidé de quitter ça. Tu es devenu courtier immobilier. Aujourd'hui, tu es courtier immobilier 8 ans plus tard, 7 ans plus tard. Tu es rendu à 40 ans. On rentre dans les détails de ton changement de vie, de carrière, mais résume-moi là, depuis la fin de tes études jusqu'à aujourd'hui, un peu ton parcours, puis après ça, on rentrera dans les détails là, de ta sortie de zone. Ben oui, écoute, merci pour l'invitation dans un premier temps. C'est ça. En fait, mon changement de carrière qui a quand même été assez intense. J'ai eu la chance de faire un baccalauréat en administration. À Québec? À Moncton, au Nouveau-Brunswick. C'est vrai. Au Nouveau-Brunswick. Et puis, c'est en dernière année de mon bac que je me suis spécialisé en gestion. Entrepreneuriat, management, parce que j'avais comme déjà, à partir de ce moment-là, l'intention de devenir un jour entrepreneur. C'était ton but dans la vie? C'était un rêve? On peut-tu dire ça? C'était un rêve, oui. En fait, d'être son propre patron, c'était quelque chose qui m'intéressait, mais avec tout ce qui vient avec, des fois, ça nous fait peur un peu. Ouais. Puis on pense souvent qu'on a besoin d'expérience avant d'entreprendre des choses d'entrepreneuriat. Puis, ben c'est ça. Donc, j'ai décidé, à la suite de mon bac en administration, après quelques petits changements, d'accepter un emploi chez IBM, une compagnie internationale. À ce moment-là, j'aspirais à des postes internationaux. Par exemple, aller travailler aux États-Unis ou même à Toronto à cette époque. Tu te voyais gravir les échelons de IBM. Tu as commencé en tant que quoi? Quel genre de travail tu faisais? En fait, j'ai tout gravi les échelons. J'ai commencé au compte recevable chez IBM pendant une année. OK. Ensuite de ça, me diriger vers les ventes. Et puis, à partir de là, j'ai fait plusieurs travails, si on veut, chez IBM. Puis ça, chez IBM, c'était à Montréal, à Québec, à Toronto que tu as commencé? À Montréal. Tu as commencé à Montréal chez IBM. Exact. Tu avais quel âge? Tu avais 23? Oui, 23 ans, exactement. À peu près. C'était au tournant des années 2000, je me souviens, parce que c'était le buzz technologique, là, où en 2000, 1er janvier 2000, toutes les horloges arrêtaient. C'est vrai. Donc, moi, je me souviens, là, j'avais reçu un Padjet, puis on était tous sur alerte pendant la longue fin de semaine du 1er janvier. Là. Okay. Donc, je venais tout juste de rentrer. Là. Toi, est-ce que c'est travailler chez IBM, est-ce que c'était... Tu voulais être entrepreneur, mais tu n'as pas commencé comme entrepreneur. Tu as voulu une job plus sécure ou est-ce que c'était un rêve? Est-ce que c'était IBM? Est-ce que c'était comme le top du top? Est-ce que tu pouvais rêver à plus que ça ou c'était... Tu t'enlignais pour faire ça peut-être le reste de ta vie là, chez IBM? Oui. En fait, c'était ça en tête. C'est sûr que c'est une énorme organisation. Puis on te le fait sentir aussi que tu es privilégié de travailler dans une grosse entreprise comme ça. Tu l'étais aussi. Ça devait être difficile d'avoir un poste comme ça, j'imagine. Oui, c'est sûr qu'au niveau des entrevues, c'est quand même très sectionné. Contingenté. Et puis, mais on te le fait rapidement sentir, là, le fait que tu es privilégié de travailler dans une grosse organisation comme ça. C'est présent, il y a comme je pourrais dire une pression sociale à l'interne qui fait en sorte que... C'est subtil. C'est subtil, mais c'est présent. Okay. Tu ne travailles pas pour une autre compagnie en informatique qui est plus petite, tu travailles pour une multinationale qui est IBM. Puis, tu sais, on a beaucoup de formations, on se fait beaucoup expliquer les origines de l'entreprise, à l'effet de savoir que ça existe depuis plusieurs années, que tout le développement qu'il y a eu à travers cette entreprise-là. Il y a un sentiment d'appartenance qui se bâtit, qui se crée. Une culture qui est très forte. Puis c'est pour ça aussi, là, les annonces de IBM, où IBM, c'est une petite planète, puis on est tous des IBMistes. IBMistes, OK. Les IBMistes, c'est le terme qu'on utilisait entre nous. Donc, quand tu es un IBMiste, tu es comme un... Ah ouais? C'est la première fois que j'entends ça. Ah oui? OK. Donc, tu fais partie de la famille. OK. Donc là, tu as commencé jeune. J'imagine que c'était le gros salaire. C'était-tu le gros salaire ou c'est juste un... Ben on pense que c'est des gros salaires ou... C'est des salaires qui sont quand même très intéressants, pour
Pour l'âge que tu as, puis la formation que tu as, puis exactement. Tu aurais pu difficilement avoir meilleur ailleurs. J'aurais pu difficilement avoir un meilleur ailleurs, considérant tous les avantages sociaux aussi là, qui viennent avec... nous, on a été payés, on avait des actions à chaque 2 semaines. Ils vous donnaient des actions d'IBM? Ils me donnaient des actions. En fait, on était payé aux 2 semaines, puis à chaque 2 semaines, je recevais des actions d'IBM. Ah ouais, c'est vrai? OK. Donc, sur ma paye. Donc, ça garde un petit peu plus longtemps, ça. En tant qu'actionnaire, tu as le goût de rester et surtout de développer, j'imagine. Tout à fait. Surtout qu'à l'époque que moi j'y étais, c'était à 108 $ l'action d'IBM. Donc, puis quand tu reçois quelques actions à chaque 2 semaines, tu te aperçois que... Tu reçois comme 216 $ d'actions à chaque 2 semaines à cette époque-là? 108 $? 108 $ l'action, puis je recevais entre, tout dépendant là, des semaines, là, mais c'était entre 2 et 6 actions par paye. Là. Wow! Fait que, oui, c'était en plus du salaire et en des avantages sociaux. Exactement. OK. Donc, très bonne condition salariale. Tu commences au compte payable. Oui. Et après ça, c'est quoi ton parcours chez IBM jusqu'à quel âge? Rapidement, j'ai été transféré dans le département des ventes chez IBM. OK. Puis à ce moment-là, sans entrer dans les technicalités, là, mais j'ai fait là, une portion de vente de serveurs, des serveurs Unix, qui étaient un serveur un peu plus haut de gamme que les serveurs Windows. Ensuite de ça, j'ai été transféré dans le département de stockage, donc je vendais des gros frigidaires de données, en fait, exactement. Puis ensuite de ça, j'ai eu la chance d'être transféré dans un département qu'on appelait le département de directeur comment je pourrais dire, de compte, un directeur de compte. Donc, je m'occupais, à ce moment-là, j'étais plus un généraliste. J'étais la personne qui rentrait en relation avec les clients potentiels, puis qui déterminait finalement les besoins de ces clients-là, que je redistribuais à l'interne. À chaque fois, est-ce que c'était des promotions, tu avançais, meilleur salaire, meilleures conditions, ou pas vraiment? C'était toujours à peu près pareil? Toujours des promotions. C'était toujours de promotion en promotion. Exactement. À l'interne chez IBM. À l'interne, avec plus de responsabilités. OK. Donc, toi, ça allait toujours de mieux en mieux chez IBM. Exact. OK. Est-ce que tu avais encore en tête, en arrière, l'idée peut-être de devenir entrepreneur? Est-ce que tu avais mis un X sur ton rêve de devenir entrepreneur? Parce que c'est ce que tu voulais à l'époque. J'avais mis un X. Tu avais mis un X. Ça, c'était éliminé de l'avenir. Exact. Je voulais monter les échelons dans cette entreprise-là. OK. Jusqu'à ta retraite. Exact. OK. Tu n'es plus chez IBM aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé vers la fin pour que tu décides de faire un changement? Comment ça s'est passé? Bien, en fait, pour faire une histoire courte, ça a duré quand même, les 3 premières années ont quand même été très excitantes. C'est-à-dire que là, on se fait une culture d'IBM, on se fait, il y a une culture comment je pourrais dire, d'université. Donc, à chaque année, on t'envoie à l'université d'IBM. OK. À quel endroit, ça? Ça dépendait. Okay. À chaque année, c'était dans des sites différents. Okay. Mais j'ai eu la chance, là, par exemple, d'aller à Orlando à plusieurs reprises, à Las Vegas, à San Francisco, à San Diego. Donc, en plus, tu voyageais beaucoup, là? En plus, je voyageais beaucoup. Dans ta job, là? Dans ma job. Wow. Donc, puis ces formations-là, en fait, c'était des formations qui étaient quand même assez intéressantes parce que, par exemple, dans le temps que j'étais représentant serveur, on allait se faire former sur les nouvelles technologies. Mais c'était l'Université America, ce qu'ils appelaient. Donc, j'avais la chance de côtoyer tous mes collègues des États-Unis, de l'Amérique centrale. Puis on était tous dans des grands convention centers, là. Puis vous étiez tous des IBMistes. Comment tu appelles ça, des IBMistes? On était tous des IBMistes. Donc, vous compreniez tous. Exactement. un petit peu l'écran. Exactement. Donc, puis ça, c'était des formations qui duraient une semaine. Okay. C'était souvent en début d'année. Donc, ça me permettait, là, parce qu'évidemment, en étant dans les ventes, bien, on a des quotas à respecter, puis on a des chiffres d'affaires à respecter, puis le cadran recommence à 0 au 1er janvier. OK. Donc, 1er janvier, c'était le bon moment pour aller se faire former sur les nouvelles technologies pour ensuite... OK. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé là, pour que tu décides de lâcher les voyages, la grosse job? 3 premières années excitantes parce que, bon, c'est du nouveau. Le nouveau, ça a toujours été tout nouveau, tout beau. Normal. Exactement. Après 3 ans, un petit essoufflement qui fait en sorte que je me rends compte que finalement, IBM, c'est un immense navire, c'est un gros bateau, puis que les décisions que moi je prendrais
qui sont des décisions d'entrepreneur, qu'il faut que ça bouge vite, bien, il y avait beaucoup de prise de décision qui se faisait à haut niveau. Puis le temps où je faisais ma demande pour changer quelque chose, pour faire réaliser une vente, par exemple, bien, ça pouvait monter d'un échelon à Toronto, qui allait d'un échelon à New York, pour finalement revenir à Toronto, pour finalement me faire dire que non, ça ne fonctionnerait pas, pour demander à nouveau. Fait que, tu sais, j'avais beaucoup de difficultés avec le fait du gros navire qui est difficile à déplacer, à bouger. T'aimais que ça aille plus vite, que ça. Exact. Dans ton tempérament, tu n'étais pas un tempérament de grosse structure. J'étais pas un tempérament de grosse structure. Tu le découvrais au fur et à mesure. Je le découvrais au fur et à mesure, exactement. OK. Et qu'est-ce qui s'est passé là, à cette époque-là, vers la fin de IBM? Oui. Là, tu es rendu à quel âge vers la fin, là? Dans ta dernière année, 30 ans, 33? 33 environ, exact. En fait, à 30 ans... Explique-moi donc, ouais, tu as été transféré parce que tu voulais quitter. Tu m'as dit que tu voulais partir à un moment donné d'IBM parce que tu voulais revenir à Québec. Tu étais à Montréal. Oui. Explique-moi donc là, ce que tu m'as dit tantôt, là, hors entrevue. Hors entrevue, bien, en fait, c'est ça. À un moment donné, après 3 ans, j'ai commencé à m'essouffler un peu, à me rendre compte que j'avais besoin de nouveaux défis, même si dans cette entreprise-là, tu as la chance d'avoir plusieurs carrières dans la même entreprise. Et j'avais demandé un transfert. À ce moment-là, mon patron était à Toronto. Puis je lui demande d'être transféré, puis il me dit qu'il n'y a aucun problème d'être transféré. Puis moi, j'ai de la misère à comprendre parce que ça faisait comme 6-7 mois que j'avais en tête de revenir à Québec. Puis le fait de lui demander qu'il me réponde « Oui, anytime, pas de problème, more than welcome ». Et finalement, pour comprendre que lui, il pensait que je voulais être transféré à Toronto. Parce que c'est ce qui était normal, c'était le chemin normal. Le chemin normal. De passer de Montréal à Toronto, de Toronto à peu importe New York ou ailleurs. Là. Exact. Mais lui, il ne pouvait pas concevoir que tu voulais aller en sens inverse. Exact, un downsizing, si on veut. Là, exact. Alors, mais toi, tu voulais revenir à Québec. Pourquoi? Bien, j'étais à une époque où j'avais un besoin de passer de locataire à propriétaire. J'étais à la recherche d'une maison. À Montréal, il n'y a rien qui me convenait. Je ne suis pas quelqu'un de Montréal non plus. Je ne me voyais pas aller vivre à Boucherville puis traverser les ponts. C'était pas dans mon tempérament, c'était pas moi. Ah, j'ai déjà vécu ça, je comprends. Donc, le Québec, je suis originaire de Québec, ça me parlait beaucoup. Donc, j'ai fait la demande. Okay. On m'a dit non dans un premier temps. Puis, j'ai comme mis un deadline à l'effet que moi, je partais au mois de juillet pour Québec avec ou sans IBM. Tu leur mettais un ultimatum à IBM en leur disant « Je lâche tout IBM, je retourne à Québec, c'est sûr. Vous me transférez ou je pars pareil. » Exact. Quand même. Exactement. Bon, ça prenait du courage. Tu étais vraiment convaincu que tu revenais à Québec. J'étais convaincu. Tu étais prêt à tout perdre. Oui, exactement. Mais je pense que c'est à ce moment-là que j'avais pris la décision que je pouvais quitter IBM. Mais j'étais encore insécure dans le sens où tu dis toujours que quitter ces emplois-là, c'est des bons emplois, c'est bien rémunéré. Là, sans être trop indiscret, tu m'as déjà parlé du salaire. Peux-tu dire aux gens le salaire que tu gagnes chez IBM à la fin? À la fin, oui, bien, c'était dans les 100 000 $ et plus. Donc c'est un très bon salaire, là, en général, 100 000 $ et plus par année. Tu étais prêt à quitter ça? Exact. Tous les avantages et les voyages et tout. Là, oui. Pour revenir à Québec. Pour revenir à Québec. C'est quand même majeur, ça. Est-ce que tu savais, si IBM te disait non, savais-tu ce que tu voulais faire après? Ou tu n'avais aucune idée? Tu sautais dans le vide, c'est tout? Je sautais dans le vide. Je savais par contre que je ne continuerais pas dans les technologies. Les technologies, ça, tu avais compris que ça ne te passionnait pas? Exact. Au fur et à mesure d'IBM? Au fur et à mesure d'IBM. Des années. OK. Donc, IBM a accepté à la dernière minute de te transférer à Québec. Exact. Donc, tu as été transféré, tu as pris le travail à Québec chez IBM. J'ai pris le travail chez IBM à Québec, puis ça a été le début de la fin, si on veut. Parce qu'à ce moment-là, je pensais que le fait de déménager à Québec, ça serait un renouveau, puis que j'avais un nouveau souffle. Puis finalement, c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à travailler très fort entre les deux oreilles. En prenant conscience que là, vraiment, c'était pas le fait d'être à Montréal. Tu étais revenu à Québec, mais même à ça, tu n'aimais plus ce que tu faisais. J'aimais plus ce que je faisais. Tu étais plus heureux là-dedans. Exactement. Qu'est-ce qui te rendait plus heureux? Le domaine, la vente, le gros bateau seulement ou surtout? Le gros bateau, le domaine, en fait, la technologie, c'est un domaine qui est très particulier aussi. Là. On ne se le cachera pas qu'il faut toujours être à la fine pointe. Puis ce que j'ai réalisé aussi, c'est, par les lectures que je faisais à cette époque-là, c'est il y en a qui vont faire des choses qui ne sont pas difficiles pour eux.
puis tu vas exceller très facilement dans ça. D'autres, bien, ça va prendre beaucoup d'énergie pour exceller dans quelque chose qui ne sont pas bons finalement. Fait que moi, ça me demandait énormément d'énergie à être bon en technologie parce que j'étais pas passionné, je n'avais pas C'est ce que j'allais dire. J'avais pas le réflexe de lire sur les nouvelles techno, sur ce qui s'en venait, alors que pour d'autres, c'était vraiment simple pour eux, puis ils étaient très bons dans ce qu'ils faisaient. On dit souvent que c'est une des recettes du succès, là, de faire ce qu'on aime, parce que peu importe si on est en vacances ou pas en vacances, on lit là-dessus, on s'intéresse là-dessus, sur le sujet. Puis toi, tu lisais pas sur les technologies en vacances sur la plage. Là. Vraiment pas. Mais ça, c'est un bon indice. Je pense que c'est un très bon indice pour bien des gens qui travaillent dans un domaine qui ne les intéresse pas tant que ça en bout de ligne. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres choses qui peuvent nous intéresser dans la vie et ça existe. Travailler puis pas avoir l'impression de travailler parce que même si on est en vacances, on lit là-dessus, on s'intéresse, on regarde des vidéos, peu importe. Mais ça, c'est un bon exemple. C'est un exemple très concret de ça. Mais toi, tu l'as réalisé au fur et à mesure. Exact. Que c'était plus pour toi, ça. C'était plus pour moi. Parce que chaque année, j'avais quand même des rencontres annuelles avec mon directeur. Puis c'est sûr qu'on en parlait vers la toute fin parce que je lui expliquais que j'étais plus vraiment heureux. Puis ce qu'on m'expliquait dans cette entreprise-là, c'est qu'on pouvait faire autre chose que de la vente, autre chose de la technologie. Je pourrais faire de la ressource humaine. Ça, c'est bien aussi dans la même entreprise. Dans la même entreprise. Donc, je pense que ça aurait été un moyen pour moi de changer un petit peu, mais en même temps, c'était pas ça qui t'allumait non plus. C'était pas ça qui m'allumait non plus. Est-ce qu'à cette époque-là, vers la fin, tu pensais à redevenir entrepreneur? Non, pas du tout. T'avais-tu quelque chose en tête, une petite idée qui était là ou pas encore? Oui, bien en fait, j'ai toujours aimé l'immobilier. Depuis peut-être là, 16 ans. Là, Depuis que tu as 16 ans? Depuis que j'ai 16 ans. Ça t'intéresse? Que ça m'a toujours intéressé. Puis je me souviens, avant de faire mon bac en administration, moi j'étais au cégep, puis j'avais fait un plan d'affaires sur une gestion immobilière avec un de mes amis encore aujourd'hui. Donc c'est un domaine qui m'avait toujours passionné. Depuis longtemps, était quand même là, sans que tu en sois tant que ça conscient. Exact. OK. Vers la fin, tu me disais... que ta blonde envoyait de quoi dans tes yeux, là? Oui. Physiquement, oui. Vers la fin de IBM, il se passait des choses. Hein. C'était pas juste dans ta tête, C'était physique. C'est difficile à décrire, là, mais c'était dans le niveau de mes yeux. Là, j'avais comme un fond d'yeux noir, là, tu sais, là, difficile à me reconnaître. Triste, là. Fâché, pas à sa place. Pas à sa place, exactement. Le fait de ne pas être à sa place dans cette vie-là, qui est quand même assez courte, là, on se comprend qu'on n'est pas ici longtemps là, sur la Terre, là, de réaliser que, Colin, je ne suis pas à ma place. Puis ça, physiquement, ça te paraissait dans ta blonde le voyait dans ta face. Exact. Est-ce que tu dormais bien à cette époque-là? Est-ce que t'avais-tu d'autres symptômes physiques? Ou des fois, il y en a qui dorment mal, qui dorment plus? Ou, non, pas vraiment. Ça, c'était correct. Ça, c'était correct pour ça. Okay. Pour ça. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour dire à IBM que tu quittais IBM? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait peut-être, à mon retour de Québec, j'avais demandé peut-être une semaine supplémentaire pour le déménagement et tout qui avait été accordé. Donc, au lieu de mes 2 semaines traditionnelles, j'avais eu 3 semaines de vacances. Puis là, de réaliser que je retournais travailler toute l'année pour encore mes 2 fameuses semaines au mois de juillet. Puis là, de réaliser que je vais retravailler une autre année pour mes 2 semaines, c'est à ce moment-là que je me suis dit... ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est vrai que ça n'a pas de bon sens. De travailler dans l'objectif. De prendre ses vacances. C'est bien d'avoir des vacances, puis ça c'est bien, mais de penser, de travailler jusque-là, parce que c'est ça le but dans la vie, c'est des 2 vacances. Ça, c'est triste. C'est très triste. Ça, tu n'as pas été capable de... C'est quand j'ai vraiment réalisé que c'était pour ma raison de vivre, en fait. C'était mes vacances, mes 2 semaines de vacances en été. Puis de commencer à planifier mes vacances au mois de janvier, qui étaient les vacances du mois de juillet. C'est à ce moment-là que je me suis dit que j'ai pris conscience que ça ne pouvait pas continuer comme ça, même si le salaire était bon, même si les conditions étaient bonnes. Même si. Tu avais toutes les bonnes raisons de ne pas faire ça. Exact. Est-ce que tu avais un enfant? Là, tu as un enfant aujourd'hui, tu n'avais pas d'enfant à l'époque? J'avais pas d'enfant, j'avais pas de... Étais-tu marié? Non, pas de conjointe à l'époque? Pas de conjointe à l'époque. Okay. Ou j'avais la même conjointe, mais on n'était pas mariés. OK. Mais c'était un petit peu plus facile que si tu avais eu 2-3 enfants, admettons. Ça, c'est sûr. Même, c'était pas... Ça, c'est sûr. C'était une grosse décision quand même à prendre. Tout à fait. Que tu as décidé
de démissionner de IBM. Oui. Du gros salaire, des voyages et toute l'affaire, tout le package. Est-ce que tu savais ce que tu allais faire quand tu as donné ta démission chez IBM? Je savais que j'allais prendre un peu de recul. OK. Ça, c'était bien important pour moi. Puis ensuite de ça, que je me lancerais en immobilier, mais je n'avais pas encore pris conscience que je m'en allais dans le courtage immobilier. OK. Immobilier dans le domaine, mais tu ne savais pas exactement quoi dans le domaine. Exact. OK. Donc, tu quittes IBM, tu te donnes un break, une couple de vacances. Tu retournes à l'école? Tu as un élément déclencheur à un moment donné qui te dit « Ouais, immobilier, puis je vais faire ça » ou comment ça s'est passé, là, ta sortie de zone, là, ta période d'entre-deux? Bien, j'ai eu la chance, là, en quittant IBM, de recevoir ce qu'on appelle un package. Ouais. Donc, c'est un montant d'argent pour te libérer de tes conditions de travail. Et avec ce montant-là, je me suis associé à un entrepreneur général, puis on a fait l'acquisition de terrains dans Charlevoix. Combien de temps après avoir quitté IBM, ça, que tu as commencé à acheter des terrains dans Charlevoix? Peut-être en dedans de 6 mois. OK. Charlevoix, pour ceux qui écoutent l'entrevue et qui sont en Europe, c'est une région près de la région de Québec. Pas très loin, là, mais en campagne. Donc, tu as commencé à acheter des terrains dans Charlevoix, tu as commencé comme ça. Exact. Est-ce que tu es allé à l'école? Est-ce que tu as pris un cours? Est-ce que... En fait, l'immobilier, c'est quand même assez large. Je ne savais pas exactement ce que je ferais à ce moment-là. Je me suis comme défini comme étant un promoteur à cette époque, quand j'ai quitté IBM. OK. Et c'est en achetant et en vendant des terrains, tu n'as pas nécessairement besoin d'une licence pour accomplir ces choses-là. N'importe qui peut faire ça. Exact. Okay. Puis le fait que j'avais un associé qui était entrepreneur général, je pouvais vendre pour l'entrepreneur général comme directeur des ventes. Sous sa licence à lui. Sous sa licence à lui. Donc, j'avais toutes les conditions pour commencer. Et c'est après 2 ans de promotion immobilière, si on veut, promoteur immobilier. Tu as fait ça pendant 2 ans? Oui. OK. Où ce que là, à un moment donné, je reçois un téléphone de mon père qui me dit « Écoute, Dave, tu n'as jamais pensé de prendre ta licence de courtier immobilier parce que tu es dans le domaine. Puis, il y a une raison à ça, c'est que mon père est dans l'immobilier et courtier immobilier. En plus, tu avais un modèle d'immobilier. J'avais un modèle, mais j'avais jamais pensé faire ça. Okay. Puis mon père reçoit une note à l'effet que la formation de courtier immobilier va changer, puis qu'il reste environ 6 mois avant de prendre la formation, qui était quand même assez réduite à ce moment-là. C'était 6 mois de cours. C'était moins long que ce qui s'en venait, là. Exactement. Okay. Fait que mon père m'a dit, écoute, fais-le, c'est 6 mois, puis après ça, ben tu verras, mais au moins tu l'auras. OK. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision les soirs, parce que dans le jour, je travaillais. Comme promoteur, tu vendais, tu achetais des terrains, tout ça. Exact. Fait que je suis retourné les soirs faire mon cours de courtier immobilier. OK. Ça me fait penser, tu parles de ton père. À l'époque où tu as décidé de... Parce qu'un des gros freins dans la vie, pour ceux qui veulent faire des changements de vie, c'est l'opinion de l'entourage. Oui. Quand tu as décidé de lâcher IBM, quitter, qu'est-ce que ta mère, ton père, tes amis ou ta blonde, ou peu importe, te disaient autour de toi? Est-ce qu'ils te disaient, est-ce que tu l'as dit? Est-ce que tu en as parlé longtemps avant de le faire, le move, ou pas du tout? Ils l'ont appris une fois que c'était fait, puis qu'est-ce qu'ils te disaient? Bien, en fait, c'est sûr que moi, j'en ai parlé parce que je suis très proche de mes parents. La réaction de ma mère, c'était que je faisais une erreur, de quitter quelque chose qui était quand même très intéressant avec les conditions, c'est toujours la même chose. Donc, la pression sociale qui est là, qui dit, bien, tu fais une erreur. Ton père aussi disait ça? Ou... Mon père, c'est à l'inverse. Mon père a eu beaucoup d'emplois, a eu la chance, un peu comme moi je l'ai vécu, quand il n'était pas heureux dans quelque chose, bien, il changeait tout simplement. Donc, lui, ça lui faisait moins peur. Lui, il comprenait. Le changement faisait moins peur. Exact. Lui, il comprenait un peu mes décisions. Okay. Ta mère, moins. Tes amis, Ben, en fait, c'est que mon père, à travers ces changements, ben, il y a eu une fois, il a été courtier immobilier, puis il a fait une faillite. Donc, c'est sûr que ma mère voyait un peu le modèle de son fils qui reprend comme son père, puis qui s'en va directement vers la faillite. OK. Mais ton père, lui, ça ne lui faisait pas peur, même s'il avait déjà fait faillite dans le domaine. Lui, ça ne l'inquiétait pas. De me voir... Peut-être faire une faillite comme lui avait déjà fait. Non, parce qu'il comprenait le malaise profond dans lequel je vivais quand il n'est pas heureux dans quelque chose que tu fais. OK. Est-ce que ça a joué beaucoup? Est-ce que ça t'a mis un frein longtemps, ça? Par exemple, l'opinion de ta mère qui ne t'encourageait pas là-dedans de faire ton changement ou pas vraiment? Tu t'es dit, bon, je m'occupe pas de ça. C'est sûr que ça chicote, là, ça chicote, ça fait penser que c'est ce que je prends les bonnes décisions, mais non, ma décision était quand même prise, puis
Je me souviens que tu m'as parlé de ton salaire la première année de travail. Oui. Quand tu as quitté IBM, tu as travaillé pendant 1 an à faire comme promoteur immobilier avec un partenaire qui était constructeur. Oui. Ils faisaient des terrains chez les terrains. C'était quoi le salaire que tu as fait la première année? Donc, je me souviens, tu me l'as dit, mais juste pour que tu leur dises à eux. Ben, en fait, c'est ça. Il y a eu deux années là, de promoteur qui allaient quand même assez bien. Puis quand j'ai décidé de faire ma licence de courtier puis de mettre un peu plus de temps dans le courtage immobilier, bien évidemment, on doit faire la promotion pour se faire connaître. On doit mettre une pancarte. On doit aller faire des visites pour montrer la maison. Donc, la première année, j'ai réalisé que ça m'avait coûté 50 000 $ travailler. Tu n'as pas fait 50 000 de salaire. Tu as payé 50 000 $ pour travailler pendant 1 an. Exactement. Ça, c'est pas banal. On s'entend. Tu as perdu de l'argent à travailler pendant 1 an au début. Puis là, tu venais de quitter IBM. Là, ça faisait pas longtemps. À cette époque-là, est-ce que tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est une grosse erreur. Je devrais revenir chez IBM. Je devrais retourner dans ce que je connais ou travailler pour une entreprise qui existe déjà, une multinationale, peu importe. Est-ce que tu le regrettais là? À ce moment-là, je dois avouer que j'ai fait plusieurs appels dans mon entourage pour dire, écoute, as-tu quelque chose à temps partiel que je pourrais aider pour être capable d'arriver à la fin de chaque mois pour dire, écoute, là, j'ai pas fait une erreur, mais l'argent ne rentre pas comme nécessairement je l'avais prévu. Est-ce que tu envisageais de retourner chez IBM ou de réappliquer? Non. En fait, les technologies, ma décision était prise. Peu importe. Exactement. Donc, je regardais plus dans le milieu de l'immobilier parce qu'on peut travailler, comme je disais tantôt, pour un entrepreneur, pour un constructeur. Il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités pour les maisons Bonneville, par exemple, ou pour... il y a plein de possibilités en immobilier. Exact. Donc oui, je me souviens d'avoir fait pendant peut-être l'équivalent de 2 semaines plusieurs appels de contacts proches pour dire, écoute, as-tu besoin de ressources à temps partiel pour m'assurer un petit salaire. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que tu as commencé à travailler à temps partiel pour un autre? Ou... Ben, en fait, oui, j'ai eu des réponses positives. Puis c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision. Je me suis dit, soit que tu continues 100% dans ce que tu fais, all in. All in. Puis tu prends la décision que ça va marcher, puis que ça va réussir. Ou soit que tu embarques dans l'autre porte, tu prends l'autre porte qui est, ben je crois pas vraiment à ce que je suis en train de faire. Puis je répartis mes œufs dans plusieurs paniers. Pour finalement arriver à rien. Là. À moitié un peu dans tout. À moitié un petit peu dans tout. Tu te souviens d'avoir décidé ça? Je me souviens d'avoir décidé de prendre cette décision-là. C'est pas banal. Non. Est-ce que tu dirais que c'est un des faits saillants de ta nouvelle carrière, d'avoir décidé ce jour-là ou cette semaine-là de miser all-in? Le all-in vient, oui, c'est quelque chose qui est très important dans ma vie. Je m'en souviens encore où j'étais. Puis c'est surtout où ce que tu dis, fais ce que tu aimes, puis l'argent va venir. Puis j'étais convaincu que je faisais quelque chose que j'aimais. Mais pendant que tu disais ça, ça allait pas super bien financièrement. Non. Ça aurait été facile de dire ça dans le cas contraire, mais dans le cas où c'est difficile, c'est 1000 fois plus difficile. Exact. De se convaincre de ça. De se convaincre de ça. Tu es convaincu de ça, tu as décidé, et qu'est-ce que ça l'a donné? Bien, à court et moyen terme? Par des lectures, par des lectures, par des... tu sais, j'ai eu aussi la chance là, de faire un petit peu de coaching à travers ça, par un entrepreneur. Donc, c'est l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je connais quand même un peu. Puis, je savais que ça prend le fameux 10 000 heures. 10 000 heures? C'est quoi? Bien, le fameux 10 000 heures qu'on parle pour exceller dans quelque chose. Donc, c'est le fameux 5 ans, parce qu'on travaille 2000 heures par année. Donc, pour être bon dans quelque chose, bien, ça prend 5 ans. Pour être reconnu dans quelque chose, ça prend 5 ans. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais déjà lu puis qui m'était resté en tête. Fait que savais que ça se faisait pas comme ça. Je savais que ça se faisait pas comme ça. Je savais qu'il y avait des choses au niveau financier que ça allait être plus difficile, que c'était une période de transition que je devais passer. Mais j'étais convaincu de la décision que j'avais prise. Tu n'avais pas peur, puis tu fonçais. Ben, tu avais peur des doutes, normal. Exact. Mais tu fonçais. Mais je fonçais. OK. Et là, maintenant, ça fait combien de temps, ça? Ça fait combien d'années? Là, tu es rendu à 40 ans, tu viens d'avoir 40 ans. Exact. Ça, c'est à 33 ans que tu as quitté IBM? Exact. Ça fait 5 ans. Ça va faire 5 ans de mon... De courtier immobilier, c'est vrai.
7 ans de courtage immobilier, mais de cette décision-là que j'ai dit, Ça fait 5 ans. ça va faire 5 ans. Et 5 ans plus tard, Oui. si tu regardes en arrière, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y en est? Où tu es rendu aujourd'hui, 5 ans plus tard? Est-ce que c'était une bonne décision? C'est une très bonne décision. Vraiment? Parce que qu'est-ce qui s'est passé après? Bien, ce qui s'est passé après, c'est que là, c'est comme si la journée où j'avais pris la décision que c'est ça que je voulais faire, je suis comme devenu un aimant. Puis j'ai impliqué plein de personnages qui sont encore dans mon réseau aujourd'hui, qui sont des partenaires avec qui je travaille, qui ont eu envie de travailler avec moi. Parce qu'ils sentaient que tu étais en feu, puis c'est là que tu t'en allais. Exactement. À ce moment-là, alors qu'avant, je doutais, puis ça devait évidemment transpirer un petit peu, où tu te fais poser des questions, tu te fais challenger. T'es pas sûr. Puis t'es pas solide. Ouais. Alors que là, quand j'ai dit all-in, on y va, bien, j'ai comme pris confiance aussi en moi dans ça. Donc, il y a un gros. C'est pas un problème, mais justement, c'est une grosse. Ouais, le point majeur, c'est l'attitude. Là-dedans, c'est dans la tête. C'est pas la vie, c'est ta tête qui a décidé, puis c'est une question d'attitude seulement. Là. Exact. Toute la différence est là. En tout cas, dans ton cas, c'est ce que tu pourrais dire, j'imagine. Oui, tout à fait. Et là, aujourd'hui, 5 ans plus tard, t'en es où? Est-ce que tu vends beaucoup d'immobilier? Est-ce que tu es là-dedans encore? Oui. Oui, je suis encore là-dedans. Évidemment, au fil des ans, bien, il y a une spécialité qui s'est formée. Donc, je suis maintenant spécialisé en immeubles à revenus. OK, dans les blocs appartements. Blocs appartements qui, en fait, puis on en parlait tantôt aussi, tu viens de me faire penser à ça, où ce que mon expérience de IBM, où ce que je travaillais finalement avec des spreadsheets, des états financiers que je présentais finalement, des façons, comment vendre le produit, bien, c'était de leur expliquer qu'elle allait sauver tant d'argent en faisant l'acquisition de nouveaux serveurs. Bien, j'ai gardé ce modèle-là que j'ai transféré finalement en immobilier. Donc, moi maintenant, je vends qu'à des investisseurs immobiliers. Donc, c'est un peu le parcours que j'ai fait précédemment qui m'a amené à faire ça. Donc, toi, tu ne vends pas des maisons de particulier à particulier en mettant des pancartes sur le bord de la rue. Toi, à la limite, les blocs que tu as aujourd'hui, tu en vends plusieurs, tu les affiches pas. C'est seulement ton réseau de gens qui investissent en immobilier à qui tu vends ces immeubles-là. Exact. C'est en plein ça. Il y a un certain pourcentage qui va quand même dans le marché, là. Mais l'idée à travers ça, c'est d'avoir ce qu'on appelle des immeubles hors marché. Que je vends à ma clientèle investisseur. Aujourd'hui, je pense que tu as 3, 4 courtiers immobiliers qui travaillent pour toi. Oui. Avec un de tes associés aussi. Exact. Donc, tu n'es plus tout seul à faire ça. Tu es rendu avec une équipe. Oui. Financièrement, est-ce que tu t'ennuies de IBM? Pas du tout. Pas du tout. La vie est belle. Quelques années plus tard. La vie est très belle. Est-ce que tu aurais imaginé ça dans le temps? Oui. Ce que tu es aujourd'hui, là? Oui, parce que c'est sûr qu'en étant ton propre patron, en étant entrepreneur, il y a beaucoup de sacrifices, mais tu le fais aussi pour un certain, comment je pourrais dire? Style de vie? Style de vie, oui, c'est ça. Il y a un petit style de vie qui va avec ça. Puis que je pense que c'est seulement en étant ton propre patron que tu peux accomplir ces choses-là. Que tu peux avoir ce style de vie-là. Exact. Qui semble te plaire pas mal aujourd'hui. Tout à fait. Est-ce que si jamais il y a des gens qui écoutent la vidéo puis qui ont une grosse job dans une grosse multinationale et qui sont peut-être au Y, un Y de leur vie, est-ce que je vais par là, est-ce que je vais par là, est-ce que je lâche, je fais d'autres choses? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Ce serait quoi ton conseil ou la leçon que tu en retires là, de tes années là, ou de ton changement de vie? Là? Est-ce qu'il y aurait quelque chose? Bien, moi, ce qui m'a toujours guidé, c'est si l'argent n'était pas, money is no object, là, si l'argent n'était pas un facteur, c'est quoi que tu ferais dans la vie? Tu sais, on en a parlé un peu, les fins de semaine, tes semaines, quand tu as du temps de libre, c'est quoi que tu aimes faire dans la vie? Bien, essaie de trouver quelque chose qui cadre avec ça. Puis c'est une recette du bonheur, ça, c'est sûr. Puis des fois, je suis d'accord avec ce que tu dis, des fois, c'est des choses bien banales. C'est de lire des magazines. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on est intéressé vraiment par un domaine, puis on ne peut même pas imaginer des fois qu'il y a des jobs là-dedans qu'on pourrait faire. Mais on lit plein de magazines, on est tout le temps sur YouTube en train de regarder des sujets, de peu importe le sujet, là, que ce soit l'international ou l'informatique ou peu importe, mais des fois, on l'a tellement dans la face, on est tellement passionné par ça, puis on en mange tout le temps, qu'on se dit que ça ne peut pas être une job. J'aime trop ça.
Des fois, je pense que c'est aussi con que ça. De se dire, j'aime bien trop ça pour... Non, travailler, c'est... faut que tu sues du front un peu, puis il faut que ça soit un petit peu difficile. Ça peut pas être si beau que ça. Je pense qu'on a souvent cette mauvaise mentalité-là. Puis ça revient un peu à ce que tu dis, là. Exact. Money is no object. Qu'est-ce que tu fais? Là? Tu lis quoi? C'est quoi qui t'intéresse dans la vie? Puis je pense que de façon... en tout cas, toi, tu l'as très bien démontré. Félicitations. Bien, merci. Très beau témoignage. Puis probablement que ça va en aider plusieurs à la maison qui regardent la vidéo. Tu l'as pas lu, je te le donne. On en a parlé un petit peu, mais oui. En tout cas, probablement que tu vas te reconnaître dans le livre, en tout cas, à certaines périodes de ta vie. C'est sûr que tu vas te reconnaître parce qu'il y a bien des affaires que tu disais que moi, en tout cas, personnellement, je me reconnaissais. En plus que les deux, on est partis de Montréal pour revenir à Québec et lâcher des emplois intéressants et tout ça. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je te l'offre et ça me fait plaisir. Bien, merci. Puis Merci longue beaucoup. vie à Sortie de zone. Et si jamais les gens veulent te rejoindre ou veulent investir en immobilier, Oui. comment ils peuvent te rejoindre? RayHarveyImmobilier.com, c'est un site, une firme conseil en investissement immobilier. RayHarveyImmobilier.com. Merci beaucoup et nous, on se voit bientôt pour une prochaine sortie de zone. Bye!